Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc nous allons parler aujourd'hui sur la typicité des vins blancs du Québec. Deuxième partie, il y avait une première partie sur l'expression des tioles au mois d'avril. Et là, nous allons parler de l'expression des terpènes. Donc en fait, quand on parle de typicité des vins blancs du Québec, on va principalement parler des arômes qui peuvent se trouver dans certains cépages à plus ou moins grande concentration, donc quel type de cépage, et surtout comment faire pour les, les exprimer à la fois au chant et à la fois au chai. Si je fais un bref historique qui ressemble de toute façon à celui que j'avais fait pour le webinaire sur l'étiole, on a maintenant au Québec une petite histoire de vinification. Il y a à peu près 30 millésimes avec ses particularités, notamment au niveau du climat, d'un climat frais, d'un climat avec dans certaines régions des degrés jours qui peuvent être parfois un petit peu limités, et puis dans d'autres régions qui, de plus en plus, peut-être avec le réchauffement climatique, en tout cas, atteignent des degrés jours qu'on voit dans de nombreuses régions viticoles de climat un petit peu plus tempéré. Il y a un hiver quand même tout de même avec un manteau neigeux, avec des températures relativement froides, avec des risques de gelée au printemps et en automne, qui va impacter bien évidemment sur le débourrement, les dates des vendanges, sur le cycle végétatif aussi de chaque cépage. De plus en plus, on arrive à déterminer un petit peu le terroir, c'est-à-dire les incidences avec le sol, le sous-sol. L'IGP vin du Québec vient d'être annoncé récemment, je pense la semaine dernière. C'est une IGP, donc une indication géographique protégée qui est pour l'instant assez large sur l'ensemble du Québec, mais déjà euh, on voit apparaître des sous-régions et certainement dans quelques temps, on verra apparaître des IGP un peu plus régionales pour encore mieux définir certains terroirs. On a des cépages aux caractéristiques aromatiques distinctes. On a quand même, entre guillemets, la chance d'avoir beaucoup de cépages au Québec. Des hybrides qui peuvent être rustiques, des hybrides qui peuvent être semi-rustiques, et puis depuis un peu plus d'une dizaine d'années, maintenant l'arrivée de Vitis vinifera sur un plan un petit peu plus large. Euh, j'ai classé ces cépages en trois types d'arômes. Arômes floraux dans la première catégorie, qui avait donc attrait au webinaire sur l'étiole, dont le Vidal, le Saint-Pépin, le Céval blanc, le Frontenac blanc, le Svensson White, le Frontenac gris, le Riesling principalement. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des cépages qui ont des arômes dans la grande catégorie des arômes fruités, donc qui sont issus d'une molécule qui s'appelle les terpènes, dont le Riesling, le Pinot Gris, le Muscat, les Gewürztraminer, pardon, le Vidal, la Crescent, le Frontenac gris et d'autres, mais principalement ces cépages-là. On a aussi depuis une trentaine d'années acquis quand même une certaine expérience au niveau de la viticulture, au niveau de la vinification, avec par ailleurs des avancées techniques, ou en tout cas du matériel qui s'est un petit peu plus diversifié, qui est devenu un petit peu plus précis pour respecter à la fois la vendange et la vinification, notamment au niveau des pressoirs, des égrappoirs, euh, du groupe de froid, des matériels de filtration et de mise en bouteille, et ainsi que l'apparition de machines à vendanger qui a un impact à la fois sur l'organisation de la vendange et sur la qualité de la vendange. Les terpènes. Les terpènes font partie d'une grande famille qu'on appellerait un petit peu les arômes fruités, qui existent sous différentes formes dans le monde végétal et particulièrement dans la vigne. Des terpènes libres, donc qui sont des arômes directement libérés, qu'on peut sentir même en croquant dans le raisin. Donc, par exemple, quand on croque dans un raisin de style muscat, même Riesling, Gewürztraminer, la Crescent aussi sur ce cépage-là, directement, on a des arômes
fruités comme la rose, la citronnelle, le muguet, les fruits de la passion, le litchi, un petit peu toute cette famille d'arômes-là. On a aussi des terpènes qu'on appelle liés, un petit peu aussi comme des thiols dans le webinaire précédent, des terpènes qui sont liés notamment à des sucres et qui ne s'expriment pas tant que la molécule de sucre est liée à l'arôme. On verra que en cours de vinification, naturellement ou en aidant, on peut arriver à libérer cette molécule de sucre et à révéler des arômes fruités supplémentaires. Il existe aussi des précurseurs d'arômes, les norisoprénoïdes, qui, un petit peu comme les terpènes liés, ont besoin d'une activité généralement enzymatique pour être libérés en tant qu'arôme et venir participer au bouquet du vin. Premièrement, on va parler un petit peu de l'expression aromatique et du mode de culture sur les cépages précités et comment au niveau de la viticulture et du travail de la vigne et du champ, on va arriver à mieux pouvoir exprimer ces arômes et en augmenter la concentration. Alors bien évidemment, ça va commencer avec le cépage, avec éventuellement le clone s'il en existe un, avec une adaptation au niveau du sol, notamment avec des porte-greffes, tout ça pour diminuer, soit adapter le cépage au type de sol, soit même naturellement en diminuer la vigueur. Puisque sans aller chercher obligatoirement de sous-vigueur pour ce type de cépage et l'expression aromatique, on ne veut pas non plus avoir une trop grosse vigueur qui sera difficile à contrôler. Donc quand je parle de sous-vigueur, on va essayer de ne pas aller dans la sous-vigueur, c'est pas nécessairement donc c'est plus directement en essayant d'adapter le cépage, le porte-greffe et le type de sol pour pas avoir des cépages trop vigoureux. Mais quand je parle de sous-vigueur, c'est d'essayer de pas trop contrôler cette vigueur-là, que ce soit par un trop gros enherbement ou alors des éclaircissages un petit peu trop prononcés sur la vigne. Dans le sens où ça ne va pas obligatoirement améliorer l'expression aromatique. Donc on va essayer de penser ça bien avant même la plantation, même si au Québec c'est tout un défi étant donné qu'on est aussi dans certains cépages et certains types de sols qui vont augmenter la vigueur du cépage. Généralement, on va privilégier des sols un peu plus lourds pour ce type de cépage, c'est-à-dire on va essayer d'éviter des sols trop sablonneux ou trop limoneux, mais avec un certain pourcentage d'argile, en tout cas pour l'expression aromatique de ces cépages-là, c'est un privilège par rapport à d'autres types de cépages. L'augmentation de la concentration en terpènes va souvent être assez liée à l'ensoleillement, que ce soit au niveau de la chaleur et même de l'ensoleillement direct sur les grappes. Donc, les terroirs, bien sûr, les plus ensoleillés, les plus chauds, avec, comme on l'a dit, un sol peut-être un petit peu plus lourd, avec un effeuillage bien adapté, va augmenter la concentration en terpènes. Pour ce type d'arôme-là, on n'a pas trop d'incidence de la différence de température entre le jour et la nuit, qui peut être intéressant pour d'autres types de cépages ou notamment pour des vins rouges, notamment sur la maturation des polyphénols. Ici, la littérature dit qu'on n'a pas trop d'incidence de ce facteur-là sur la concentration des arômes terpènes. En revanche, à la différence des arômes type thiol, qui vont parfois s'exprimer un peu plus en légère sous-maturité, ou en tout cas qui vont avoir tendance à s'amoindrir lorsqu'on va dépasser la maturité ou aller en surmaturité. Les terpènes, en revanche, vont, en tout cas la concentration
ces arômes-là vont apprécier une légère surmaturité, notamment sur les cépages Riesling, Gewürztraminer par exemple, ou Muscat. Cependant, il faut faire attention aussi avec les cépages hybrides, où en allant chercher parfois un petit peu trop de surmaturité, notamment parfois dans les muscats, muscat Oceola ou muscat Svens, enfin, les autres types de muscats qu'on peut voir au Québec, issus de l'hybridation. Il faut faire attention parce que parfois en surmaturité, on peut aller chercher un petit peu le côté un peu plus rustique, le côté foxé. Donc, c'est à prendre en considération. La fertilisation est importante selon vos données d'analyse du sol et d'analyse des pétioles, puisque notamment tout ce qui est bore, fertilisation soufrée aussi, va avoir une incidence sur les arômes et leur concentration, avec un effet bénéfique d'une fertilisation appropriée en bore, en zinc, en soufre. En revanche, faire attention aux carences en azote sur ce type d'expression aromatique qui est plutôt négative, et là aussi faire attention à l'excès, mais c'est surtout la carence qui risque d'être problématique sur la concentration et l'expression de ces arômes-là. L'état sanitaire, bien entendu, plus l'état sanitaire va être irréprochable, plus on aura une concentration et une facilité d'extraction de ces arômes-là. Aujourd'hui, rapidement, si on peut faire un portrait robot d'un blanc du Québec type terpène, j'ai noté un petit peu les différents facteurs sur 5. Quand on s'approche de la note 5, c'est qu'on est au maximum. Pour l'instant, on a des teintes qui sont un petit peu plus assez pâles, avec quelques reflets gris et quelques reflets verts. On a une intensité qui est de modérée à moyenne, des notes végétales qui encore souvent s'expriment dans les blancs au Québec, un aspect floral et un aspect fruité qui s'expriment, notamment les fruits exotiques, les arômes de muscat, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore allé chercher le plein potentiel qu'on pourrait aller chercher dans les cépages de type terpène. Au niveau de la dégustation, on a fait des gros progrès au niveau des connaissances de la culture de la vigne, notamment pour diminuer naturellement l'acidité. Ça peut encore parfois être une contrainte ou en tout cas un enjeu lors de la vinification. Pareil au niveau du volume en bouche et de la longueur en bouche, on va voir aller chercher certainement un petit peu plus d'intensité au niveau de ces critères-là, pour aller exprimer un petit peu plus à la fois les arômes et un équilibre en bouche. Donc, au niveau de la typicité, on commence à exprimer, notamment avec l'arrivée aussi de certains cépages typiques, notamment Vinifera, Gewürztraminer, Riesling, cette expression des terpènes, mais grâce un petit peu à certains éléments que je vais vous donner dans ce webinaire-là, on va être capable d'aller en chercher un peu plus en concentration, donc notamment au niveau de la vigne, et d'aller chercher un petit peu plus d'extraction au niveau de la vinification. Alors un petit peu les enjeux, c'est d'une part la présence de précurseurs d'arômes dans la pellicule de la baie, comment on va pouvoir les extraire et les protéger, que ce soit les arômes libres ou les précurseurs, pour ensuite les révéler lors de la vinification. Donc toute cette transformation des arômes et des précurseurs d'arômes au cours de la fermentation alcoolique, et l'expression de ces arômes, et comment on va essayer de les révéler au maximum pendant la fermentation alcoolique. Ceux qui étaient là pour le webinaire sur l'étiole ont certainement vu passer ce tableau qui est un résumé des types de vinification qu'on va essayer d'adapter selon le type d'arôme qu'on va vouloir extraire. Donc pour la vinification de type entre guillemets muscat, qui est donc les arômes terpènes. On en a déjà parlé, mais au niveau de la date de récolte, on va peut-être aller chercher une légère surmaturité, plutôt en tout cas qu'une sous-maturité. Au niveau du débourbage, on va aller chercher des turbidités
donc une limpidité du mou avant fermentation un petit peu plus élevée que dans d'autres types de fermentation. Au niveau de l'oxydation, on est un petit peu moins sujet à une protection que la vinification type thiol. Faut quand même faire attention, mais il peut y avoir une légère oxydation du mou avant fermentation alcoolique. Et ensuite, on va faire attention justement pour protéger les arômes, mais on va être un petit peu moins drastique que pour la vinification type thiol. Au niveau des levures, que ça soit avec un levain naturel ou avec des levures sélectionnées, on va chercher des dosages entre 10 et 20 grammes par hectolitre. On va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, entre des faibles ensemencements et des ensemencements un petit peu plus importants. Mais là aussi, il peut y avoir, sur ce détail-là, un intérêt à aller exprimer un petit peu plus les terpènes qui sont présents dans notre mou. Température de fermentation, on va généralement commencer avec une température de fermentation assez basse, autour de 10-12 degrés Celsius, et ensuite, après le début de la fermentation, aller chercher des températures de croisière un petit peu plus normales, entre 16 et 18 degrés Celsius. Là aussi, un petit peu comme toute vinification, on va éviter d'aller chercher des notes de réduction, donc la gestion de la nutrition azotée des levures va être importante. Notamment, on a dit qu'il fallait un débourbage un petit peu plus drastique. Donc, qui dit débourbage un peu plus drastique, dit des mous un petit peu plus limpides, donc avec un petit peu moins d'azote, puisque l'azote est passé avec les bourbes. Donc, il faudra faire attention à la gestion des nutriments azotés pour la levure pour éviter tout goût de réduction, toute note de réduction. Par rapport à la fermentation alcoolique des thiols, par exemple, on va, pour la fermentation alcoolique de type terpène, on va peut-être même aller chercher un petit peu de stress au niveau de la fermentation alcoolique, que ça soit notamment au niveau de la gestion de la température. Quand je dis du stress, c'est-à-dire essayer d'avoir des fermentations un peu plus lentes, et c'est là qu'on va exprimer encore mieux les terpènes, mais bien évidemment, qui dit des fermentations un peu plus lentes, peut-être des risques de réduction. Donc, c'est une gestion du vinificateur par rapport à tous ces paramètres-là. L'expression, ou en tout cas la concentration aromatique, va commencer avec l'extraction des précurseurs aromatiques. La plupart des précurseurs aromatiques de type terpène se trouvent dans la pellicule. Donc obligatoirement, problème un petit peu au niveau de l'extraction, puisque la vinification en blanc, généralement, c'est un pressurage direct. Donc comment augmenter un petit peu la macération de la pulpe de la baie avec sa pellicule pour aller chercher une concentration plus importante en arôme. D'une part, il peut y avoir un éraflage ou un foulage. Généralement, on va privilégier l'éraflage pour aller augmenter un petit peu le contact de la baie et du jus avec la pellicule, commencer une légère macération, et on peut pousser même jusqu'à la macération pelliculaire ou la macération active des bourbes. Donc, deux types un petit peu de façon d'aller chercher un petit peu plus d'expression aromatique. J'ai fait un tableau sur la diapositive suivante pour un petit peu voir les deux types de macération qu'on est capable de faire pour ce type de cépage et aller chercher un petit peu plus de concentration aromatique. Donc la macération pelliculaire qui est en fait avant le pressurage, une macération un petit peu comme pour le rouge de la phase solide avec la phase liquide, qui va donc nécessiter un tout petit peu de jus, d'où l'éraflage, voire un léger foulage dans une cuve ou dans le pressoir pendant quelques temps, pendant quelques heures, de 2 heures à 24 heures par exemple, selon la cuve et le pressoir, selon aussi la protection vis-à-vis des oxydations, en présence d'enzymes pour là aussi un petit peu amoindrir
la pellicule et permettent la diffusion des arômes de la pellicule dans la pulpe de la baie ou dans le jus légèrement formé. On va travailler donc obligatoirement avec un éraflage, puisqu'en grappe entière, si elles sont parfaitement intègres, il n'y aura pas de jus formé, donc il n'y aura pas beaucoup de macération pelliculaire. L'avantage, c'est que c'est pas obligatoirement très difficile à mettre en œuvre, même si ça prend un certain volume de cuve. Ça va permettre l'extraction des composés aromatiques, une augmentation généralement du rendement en jus, puisqu'on a une activité enzymatique qui va permettre un pressurage et un rendement du pressurage un petit peu plus élevé, et on va préparer le débourbage, puisqu'on a déjà une activité enzymatique. L'inconvénient, c'est qu'on a une augmentation des bourbes, donc ça va nécessiter un débourbage un petit peu plus serré et peut-être un peu plus long, puisqu'il faut savoir que plus on triture la vendange, plus on a de bourbes, plus il faudra un débourbage limpide pour éviter de récolter des composés un petit peu plus nuisibles, puisque si schématiquement on peut se représenter ça, plus on va faire macérer longtemps, plus il va y avoir des choses intéressantes qui vont passer dans le jus, mais dans les bourbes, il va rester des choses beaucoup moins intéressantes, donc il va falloir s'en débarrasser un peu plus. Il y aura quand même aussi l'extraction des polyphénols qui sont dans la pellicule de la baie, et ce sont généralement des polyphénols oxydables, donc qui peuvent donner des amertumes par la suite, donc c'est à gérer. Selon la maturité aussi du raisin, on va privilégier des maturités normales, peut-être même légèrement en sous-maturité, plutôt que des raisins trop mûrs ou pourris qui vont avoir plutôt tendance à diffuser des mauvais arômes ou en tout cas à s'oxyder aussi un petit peu plus rapidement, donc une perte de la concentration aromatique. Là, le deuxième procédé qu'on peut utiliser, c'est la macération active des bourbes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une macération pelliculaire, on va directement presser le raisin, on va récupérer le jus et on va le mettre on va le brasser de façon continue pendant un certain nombre de temps, 4 heures à 18 heures. L'idéal, c'est de le faire, de l'agiter de façon constante avec un agitateur et remettre les bourbes en suspension dans le jus, et les bourbes vont ainsi libérer les arômes de façon beaucoup plus intense que si on faisait un débourbage statique avec le dépôt de bourbe au fond de la cuve, mais avec finalement des arômes. Alors que là, on va mettre en suspension, on va brasser et il y aura un échange constant. Alors que là, on va mettre en suspension, on va brasser et il y aura un échange constant pendant un temps donné de l'ensemble de ces arômes dans le jus. Là aussi, on va généralement rajouter des enzymes pour augmenter la libération des arômes. Et pareil que pour la macération pelliculaire, plus on va augmenter le temps de brassage, plus il faudra un débourbage avec une turbidité claire, puisque l'ensemble des bourbes aura donné tout le côté positif, mais en gardant le côté négatif, donc il faudra s'en débarrasser. L'avantage, c'est effectivement aussi l'extraction des composés aromatiques, c'est la mise en œuvre qui est relativement simple. Bon, il y a une nécessité d'acheter idéalement un agitateur, mais on a un avantage de limiter aussi les oxydations par rapport à la macération pelliculaire, puisque obligatoirement, on ne va pas être capable de protéger complètement contre les oxydations en macération pelliculaire, alors qu'en macération active des bourbes, dans une cuve parfaitement pleine ou dans un chapeau flottant, on va pouvoir limiter les oxydations. Il va y avoir un gain aussi un petit peu en volume de cuve, puisqu'on travaille uniquement en phase solide, alors que la macération pelliculaire demande un volume de cuve un peu plus important, étant donné qu'il y a de la matière solide. Le seul risque de la macération active des bourbes, si on la fait durer trop longtemps, c'est éventuellement un départ en fermentation alcoolique spontanée, donc à surveiller, à utiliser éventuellement les groupes de froid pour travailler à des températures un peu plus basses et éviter un départ spontané en fermentation alcoolique,
qui limiterait bien sûr la clarification au moment du débourbage. L'expression, la souche de levure va avoir un impact, bien évidemment, sur l'expression des terpènes, notamment des terpènes liés. Il y a certaines levures qui vont avoir tendance à dissocier notamment la molécule de sucre qui se trouve sur les terpènes liés. Donc c'est pour ça que parfois dans les levures sèches actives, vous pouvez voir certaines caractéristiques de levure qui vont avoir tendance à augmenter, ou en tout cas qui sont faites un petit peu plus pour ce type de vinification et qui vont avoir tendance à exprimer un petit peu plus les arômes fruités, les arômes de rose, les arômes de litchi, les arômes de muscat par rapport à d'autres souches de levure. La dose de levure, on a vu qu'elle pouvait varier entre 10 grammes hecto et 20 grammes hectolitres. Ça va dépendre un petit peu de tout ce qu'on veut faire par la suite. On verra que pour l'expression des terpènes, on n'est pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement une vinification qui va rechercher des fermentations malolactiques. Il y aura bien sûr à gérer ça en fonction de l'acidité, mais généralement la fermentation malolactique va avoir tendance à diminuer l'intensité des arômes variétaux. Il faut savoir que plus on va avoir tendance à augmenter la dose de levure au départ, plus ça va avoir un impact sur la fermentation malolactique. Dans le sens où plus on va augmenter la dose de levure au départ, plus il va y avoir une population de levure et plus ça va avoir tendance à inhiber la fermentation malolactique. Donc c'est à prendre en compte pour la suite. En revanche, les plus faibles dosages vont permettre éventuellement à la fermentation malolactique, si elle est désirée, de partir plus facilement. Cependant, on a vu que la vinification style terpène, on avait tendance à aller chercher un peu plus d'expression terpénique quand on va avoir une fermentation alcoolique qui va être un petit peu plus lente, un petit peu plus languissante. Et ça, c'est plus en accord avec des faibles levurages plus proches de 10 grammes par hectolitre. Donc, on voit qu'il faut bien préparer les différentes étapes de vinification et les profils de vinification, puisque parfois il existe des antagonismes qu'il faut prendre en compte pour prendre la bonne direction. J'ai parlé de la gestion des températures, où on va aller chercher généralement des températures de fermentation assez fraîches au départ, pendant les premiers jours de la fermentation alcoolique, les 2, 3, 4 premiers jours. Et une fois que la fermentation alcoolique a bien débuté, là, on peut aller chercher des températures de fermentation un peu plus normales, autour de 16-18 degrés Celsius, 18 degrés Celsius par la suite, à gérer en fonction de la vitesse de la fermentation alcoolique. Généralement, en fin de fermentation alcoolique, les enzymes présentes dans le mou vont agir sur les terpènes liés. On peut rajouter parfois des enzymes commerciales, notamment ce qu'on appelle les bêta-glucosidases, pour augmenter l'activité de ces enzymes-là et aller, généralement, quand on a une densité en dessous de 1020, quand il reste un petit peu moins de sucre fermenticible dans le mou, c'est là que ces enzymes vont agir sur les terpènes liés à des sucres pour les libérer et augmenter la concentration aromatique du mou. La composition azotée du mou pour éviter que les levures souffrent trop et développent des notes de réduction va être à gérer bien évidemment, comme dans la plupart des vinifications. Donc s'assurer généralement au départ de la composition azotée, à la fois en azote organique et en azote minéral par une analyse même avant fermentation alcoolique, pour savoir où est-ce qu'on se trouve et savoir par la suite quelle va être la gestion des apports en azote qui soit organique ou minéral pour éviter des notes de réduction. L'expression aromatique de type terpène, on a vu, n'était pas obligatoirement reliée à une fermentation malolactique, mais parfois elle peut être désirée
pour apporter soit un volume supplémentaire, soit pour diminuer l'acidité, notamment donc l'acide malique si on a un déséquilibre gustatif. Et puis bah, c'est sûr qu'une fermentation malolactique assure aussi une stabilité microbiologique du vin. Donc elle est possible. Généralement, on va préconiser des souches de levure qui ont une activité qu'on va appeler citrique négative, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dégrader l'acide citrique en même temps que l'acide malique. Pourquoi? Puisque les arômes un petit peu beurrés de la fermentation malolactique sont liés à la dégradation de l'acide citrique par des souches de bactéries. Si on s'oriente vers une fermentation malolactique et en essayant de garder au maximum les arômes variétaux terpènes, on va peut-être aller chercher des souches de bactéries citriques négatives qui vont dégrader uniquement l'acide malique, mais qui ne vont pas dégrader l'acide citrique et donc ne pas apporter ces notes beurrées de diacétyl et donc garder la typicité recherchée pour les terpènes. En termes d'élevage, on est un petit peu moins sujet à la protection des arômes qu'en vinification thiole, qui sont les arômes thiols enfin, les arômes thiolés sont très sensibles aux oxydations avant, pendant et après fermentation alcoolique. Ici, on est un petit peu moins sujet à, enfin, ce sont des arômes un petit peu moins sensibles, mais en revanche, on ne va pas chercher d'oxydation poussée puisqu'on aura de toute façon une disparition, une diminution de la concentration aromatique. Donc, en termes d'élevage, on va avoir des élevages normaux, protection des oxydations, houillage des cuves et des barriques, suivi du potentiel d'oxydoréduction et notamment un suivi des teneurs minimales en sulfite si on veut protéger son vin contre les vis-à-vis des oxydations. Alors, si on arrive un petit peu mieux à gérer, d'une part, les cépages au niveau de son itinéraire technique dans la vigne, si on adapte un petit peu mieux son style de vinification, on va être en mesure d'aller chercher plus de concentration à terpènes, plus d'extraction de ces terpènes et donc plus d'expression aromatique au final, avec pour les cépages nommés des notes fruitées un petit peu plus importantes, avec une expression des arômes de muscat, de litchi, de rose, de citronnelle notamment, de fruits exotiques, de fruits de la passion un petit peu plus élevés et un petit peu plus typiques de ces cépages-là. Donc on va pouvoir aller chercher une typicité des vins type terpène un petit peu plus importante et aussi avec la meilleure compréhension de ces cépages, un meilleur itinéraire technique, même au niveau gustatif, aller chercher des acidités un petit peu moins importantes, même si la fraîcheur en bouche de toute façon est une caractéristique des blancs du Québec qui est maîtrisée et qui est maintenant quand même plus acceptée au niveau des consommateurs et puis des faiseurs d'opinion, qui ont compris qu'on était quand même dans un terroir frais. Ça reste des acidités à équilibrer, mais c'est une typicité des vins, avec aussi un volume en bouche un petit peu plus important, une longueur en bouche un peu plus importante, et surtout une expression aromatique à la fois olfactive et gustative qui serait plus importante. Donc, en termes de charme, au niveau de la première approche d'un vin, qui est souvent la dégustation olfactive, on va gagner en pertinence. Quelques questions? N'hésitez pas, si vous voulez que je revienne sur un élément de façon un peu plus précise. OK. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Jérémy? Ben, je vais peut-être reprendre sur ce tableau-là, puisque les grandes étapes de vinification en blanc sont communes, mais après, si on veut aller dans la précision pour exprimer tel ou tel arôme d'un cépage,
il y a des possibilités d'être plus précis dans les étapes de vinification. Donc on commence notamment avec peut-être une maturité légèrement plus importante pour les vinifications de type terpène, des débourbages assez clairs, ou en tout cas une turbidité avant fermentation alcoolique beaucoup plus faible, donc des vins beaucoup plus limpides que pour des vinifications type Thiol ou des vinifications type Chardonnay, peut-être un futur webinaire pour les vinifications type Chardonnay. L'oxydation des mous est un petit peu moins problématique que pour une vinification type Thiol, par exemple, où le mou peut subir une légère oxydation avant départ en fermentation alcoolique, puis après une protection, évidemment, tout au long de la fermentation, toute la fermentation alcoolique, avec là aussi un petit peu moins de contraintes ou de rigueur que pour la vinification type Thiol. Un levurage à raisonner en fonction du type de vinification qu'on veut faire, dans le sens où on va chercher généralement un léger stress de la levure pendant la fermentation alcoolique qui commence avec des températures de début de fermentation assez basses, tout en faisant attention qu'on ne tombe pas dans des fermentations trop languissantes ou des arrêts de fermentation, ou alors des notes de réduction qui vont apparaître. Et tout cela va être géré par une bonne gestion de la nutrition azotée, avec notamment une connaissance au départ de la quantité d'azote que vous avez dans votre mou pour pouvoir mieux anticiper ce qui pourrait se passer par la suite. Il y a notamment, si on revient à cette page-là, un cépage qui est intéressant, c'est le Vidal, par exemple. Le Vidal, il a cette particularité qu'il peut tomber dans les trois types de vinification, en termes d'arômes notamment, il a un bagage aromatique à la fois thiol, à la fois terpène, et puis entre guillemets type chardonnay. Type chardonnay, c'est moins des arômes qu'un type de vinification pour exprimer un petit peu ce type-là. Mais le Vidal a une trivalence selon le mode de vinification, selon la date de récolte. On va aller plus vers un type entre guillemets Sauvignon, ou alors un type un peu plus muscaté, fruits exotiques, selon la date de récolte et la gestion des étapes de vinification. Donc c'est intéressant avec ce cépage-là. Le Riesling un petit peu aussi peut tomber dans ce type de vinification, soit un petit peu plus style Sauvignon, soit un petit peu plus style Gewürztraminer. Alors, Jérémy, on a reçu une question de la part de Martin Rioux. Il nous demande les meilleurs cépages blancs en sol lourd. Alors, faut faire attention, déjà, les sols lourds, hein, on s'entend, il ne faut pas que ça soit extrêmement lourd. Il y a toujours des analyses de sol et de granulométrie à faire. Il ne faut pas non plus que ça soit des sols qui soient trop compactants ou asphyxiants, mais ça va et puis généralement bien drainés. Mais généralement, on va chercher des teneurs en argile, notamment pour les cépages précités, ou qui vont chercher, qui vont être un peu plus adaptés pour l'expression de leurs arômes que dans des cépages trop sablonneux ou trop, en tout cas trop sablonneux ou trop à la fois drainés, et puis en termes de matière organique. Donc ces cépages-là, pour l'expression terpène, peuvent être un peu plus intéressants en sol entre guillemets lourd, plutôt que dans des sols type sablonneux. Également, Yves Savard nous demande, est-ce qu'on peut extrapoler les infos pour les autres hybrides blancs au Québec? Je pense vous en avoir donné quand même je dirais un certain nombre. Après, pour les autres hybrides, il faut regarder, ça c'est les principaux qu'on retrouve, les principaux qui sont quand même qualitatifs. Après, il faut regarder dans quelle grande famille d'arômes vont se trouver ces cépages-là. Donc on va extrapoler éventuellement, oui, s'ils ont une prédominance et une certaine concentration en arômes terpènes dans ce sens-là. Si en revanche c'est des arômes un peu plus thiolés, il faudra aller vers des vinifications un petit peu plus, entre guillemets, type Sauvignon.
Alors D'accord. le choix du type de levure, je vois ça, oui, oui, bien sûr, mais c'est jamais le plus important. Heu, il vaut mieux, bien sûr, aller chercher, une levure qui a cette capacité d'aller exprimer mieux ces types d'arômes, mais il faut savoir que si ces arômes n'existent pas, la levure, elle va pas trop les inventer. Donc avant tout, c'est, bien évidemment, au niveau du chant que la majorité des choses se passent. Après, au niveau de la des étapes de vinification, mais le choix de levure, oui, bien sûr, a une certaine importance, mais elle est toute relative quand même. Donc, merci à Monsieur Jérémy Daudeville d'avoir participé à ce webinaire et merci à nos participants également. Vous allez recevoir, les participants, vous allez recevoir un sondage de satisfaction au cours de l'après-midi ainsi qu'un lien là, pour accéder au fichier PDF de la présentation. Donc, on vous remercie et à un prochain webinaire sûrement. Merci à vous et peut-être un prochain webinaire effectivement sur l'expression aromatique des cépages type chardonnay. Bonne fin de On prend journée. ça en note. Au revoir. Merci. Au revoir.